Trace de break vous est présenté par Nokian Tires. Bienvenue à un autre épisode de Trace de break, ce podcast qui s'intéresse au monde de l'automobile et pas mal tout ce qui roule avec soit électrique ou avec du gaz finalement et de l'huile. Quelques invitations à vous faire, entre autres. Vous savez qu'on va avoir 20 épisodes au total dans cette deuxième saison. Croyez-le ou non. Premier épisode, première saison aussi qui est disponible sur toutes les plateformes. Fait que abonnez-vous à notre nouvelle chaîne YouTube. Aimez, likez, commentez. D'ailleurs, les différents commentaires, questions, dernier épisode de la saison, on va se pencher là-dessus, répondre à vos... débattre aussi de ce que vous avez à nous dire. Fait que n'hésitez pas, on est là sur toutes les plateformes, que ce soit audio ou audio et vidéo. On est là. Puis on reçoit des invités toujours bien le fun qui sont issus des... Évidemment, toujours alentour du monde d'automobile, mais qui ont des castings encore un peu particuliers, dont notre invité Carl d'aujourd'hui. Bien, c'est ça qui est agréable. On essaie de diversifier parce que l'automobile, c'est tellement vaste, puis il y a tellement d'angles différents pour regarder le milieu de l'automobile qu'on essaie de jouer là-dessus. L'invité cette semaine, il est propriétaire d'un atelier de modification automobile qui est connu et reconnu depuis le début des années 2000. C'est quelqu'un qui a même sa ligne de pièces qui exporte partout dans le monde. Déjà, d'exporter aux États-Unis pour un atelier québécois, c'est exceptionnel. Ouais. Mais là, on parle de Japon, Australie, États-Unis, Mexique, nommez-les. Donc, c'est vraiment impressionnant comme parcours. Et c'est aussi un pilote qui a touché au rallye, au circuit routier. Il m'a déjà préparé une voiture. Il a déjà vendu des pièces à pattes aussi pour une voiture. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est très intelligent et qui a une bonne réputation. Il s'appelle Julien Pilon de La Chute Performance. On va le recevoir dans quelques instants. Mais avant, j'aimerais qu'on remercie nos commanditaires. Un petit mot pour Sogu, pour Bet365 et aussi notre commanditaire majeur, Nokian Tires. D'ailleurs, on veut féliciter notre grand gagnant du concours Nokian sur YouTube, Jibaulieu92. Et tu nous écris sur info@lapochebleu.com pour réclamer ton prix. Puis merci à tout le monde d'avoir participé comme ça. Il y aura sûrement d'autres concours sur nos réseaux sociaux. D'ailleurs, voici notre capsule de Nokian Tires. Yves, j'aimerais ça qu'on parle de l'impact de l'usure des pneus sur la distance de freinage d'un véhicule. Oui, Richard. Là, ta question, c'est une question qui est très large aussi. OK? C'est vrai. Mais je vais commencer en disant que si un consommateur s'achète un véhicule neuf, bien sûr, il faut qu'il prenne le temps à s'habituer à la conduite de ce véhicule-là. Ouais. Et lors d'un changement de pneus d'hiver, Richard, aussi, je recommande tout le temps, peu importe la marque, j'espère qu'il va acheter des Nokian, mais peu importe la marque, je recommande toujours au consommateur de prendre une semaine à deux à se réhabituer à la conduite. Pourquoi? Parce que, surtout en pneus d'hiver, on met une gomme qui est beaucoup plus souple et malléable à basse température, et le comportement du véhicule va être changé parce qu'on a une déformation de bloc. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est de l'usure, littéralement. C'est de l'usure. C'est un feeling qui est différent. Là, on parle de pneus neufs, mais c'est un feeling qui est différent. L'impression d'être dans un aquarium un peu plus. Tu as l'impression d'être un aquarium. C'est comme une paire de souliers neufs. OK, tu n'es pas confortable la même journée. On est d'accord avec ça. C'est la même chose sur les pneus. Donc, il faut se réhabituer à la conduite du pneu qu'on installe sur le véhicule. Tu parles surtout de pneus d'hiver, mais est-ce que c'est pas la même chose avec les pneus d'été aussi? Si j'ai un pneu d'été qui est usé pas mal, j'en mets des nouveaux et ça doit être une conduite différente, un peu particulièrement sur la chaussée mouillée. Richard, la loi dit qu'un pneu est considéré comme complètement usé lorsqu'il est rendu à 2,32e. Ça, c'est en pouces de hauteur du dessin de semelle. Okay. Et on s'entend, nous, dans l'industrie, on recommande aux consommateurs, quand il est rendu à 6, 5,32, c'est le temps de penser à changer ses pneumatiques parce que sur un pavé mouillé ou l'hiver dans la gadoue, ainsi de suite, le pneu, bien sûr, il n'y aura pas l'expulsion maximale lorsqu'il est neuf. On est d'accord avec ça? Oui. Chez Nokian, on a quelque chose de visuel. Moi, j'aime bien le visuel. Lorsqu'on parle de pneus d'hiver, sur notre gamme de pneus Nokian, on a un flocon
de neige. OK? Donc, on le voit, là. Le flocon de neige, au fur que le pneu va s'user, un pneu d'hiver, normalement, comme ça, il part environ à 11, 12, 32e. On marche toujours en 32e de pouce, en pouce. Et le flocon, au fil du roulement, et bien sûr, il va s'user et il va disparaître à 6 32e de pouce. Lorsque le flacon, on ne le voit plus sur le dessin de semelle, il apparaît à 5 ou 6 places différents alentour de la circonférence. En plein milieu du dessin de semelle, c'est ça. Lorsque le flocon n'est plus là, le pneu d'hiver Nokian a perdu ses capacités de traction hivernale sur un pavé enneigé. Ça fait une belle phrase, right? C'est de la Pas poésie plus à mes clair que oreilles. ça, tu sais, mais c'est parce que monsieur, madame, tout le monde, tu parles d'usure prématurée puis de l'influence sur le freinage. Les gens, tu disais que sa question était large, Oui. mais nos questions sont larges. Oui. On est mal informés, puis il n'y a personne, même pas dans nos cours de conduite, qui nous parle de, de cet aspect primordial-là au niveau du véhicule. Écoute, les pneus, là, pour les consommateurs, je m'inclus là-dedans, c'est ce qui est plus négligé sur un véhicule. Alors là, la Formule 1 va venir à Montréal, et ainsi de suite. Si on regarde les courses, c'est les pneus. T'as Le raison. focus est fait sur les pneus, les pneus, les pneus, les pneus, les pneus. Tu n'entends jamais l'enlignement, le ci, le ça. Oui, bien sûr, il enligne, mais le focus est toujours fait sur les pneus. Donc, c'est extrêmement important. Et moi, je vais vous donner un exemple. Moi, je fais du jogging. Je pense que tu en fais, Richard, aussi. Non, je te suis en char, moi. Ah, tu me suis en auto? OK. Si je ne lasse pas mes espadrilles, on s'entend que je ne courrai pas de la même manière. On s'entend-tu avec ça? Pourtant, c'est les mêmes espadrilles, puis ça. Donc, les pneus, pas la bonne pression, pas la bonne usure, et ainsi de suite. Et c'est extrêmement important de se concentrer sur ça. OK, là, tu as parlé du pneu d'hiver. Lorsque le flocon de neige disparaît sur un pneu Nokian d'hiver, ça veut dire qu'il est plus que temps de le changer. Mais est-ce que c'est la même chose? Je parle pas de flocon, mais est-ce qu'il y a le même principe pour le pneu d'été? Sur nos produits d'été, Richard. Sur nos produits d'été, Richard et Pat, regardez bien ça. Un autre indice visuel, c'est une goutte d'eau qui est en plein milieu du dessin de semelle. Une goutte d'eau. Lorsqu'au fil du roulement des pneumatiques, lorsque la goutte d'eau va disparaître sur le dessin de semelle, le pneu va avoir perdu ses capacités de traction sur un pavé qui est mouillé. OK. Hey, visuellement, comme ça, tu ne peux pas te tromper. On s'entend-tu? Mettons- Pas besoin de manomètre, de rien pour aller vérifier, c'est du visuel. Ouais, c'est OK? parfait. Il va fonctionner encore, ainsi de suite, mais le conducteur se doit d'être prudent au niveau de la sécurité parce que le pneu n'est plus à 11, 12, 32e de dessin de semelle, il est à 6 et on recommande aux consommateurs, c'est le temps d'y penser, c'est le temps de budgéter pour s'acheter un nouveau set de Tu tombes pneus. dans une roulière pleine d'eau, il ne pourra plus efficacement évacuer l'eau à partir des rainures qu'il y avait. L'aquaplanage, qu'on appelle, va arriver beaucoup plus rapidement. Perte de contrôle, perte de sécurité, mise à risque de la famille puis tout le monde, juste parce que normalement, tu aurais négligé des pneus, alors que là, on le voit direct. Pat, ce qui est normal avec l'usure des pneumatiques, toutes marques confondues, ce qui est Mais normal. mettons qu'on venait comme Pat quand il était adolescent, puis qu'on laisse faire le symbole d'eau, puis on continue, on roule là-dessus. Y a-tu un autre indicateur qu'on se dit, là, écoute, il faut que tu C'est changes une tes pneus, connerie ça que je pensais. Ben, Ouais. Là, Richard, ça se passe entre le volant et le siège. À un moment donné, il faut que tu dises, là, il est temps de... Parce que ça devient dangereux pour la personne elle-même, pour Pat, et ça devient dangereux pour les autres usagers de la route. Mais il y a des petites barres ici là, sur le pneu. C'est quoi Ouais. ça? Ça, les petites barres, il y a des petites barres sur les pneus ici. On appelle ça en anglais le TWI, le Tread Wear Indicator. OK. Au niveau de la loi, quand l'usure du dessin de semelle est rendue égale à ces petites barres-là ici, ça veut dire que le dessin de semelle est rendu à 2,32 à sa durée de vie maximale pour offrir une traction, peu importe le pavé. Il y a plus, On il y a plus s'entend que c'est pas profond, là? Non, on s'entend que c'est pas profond. OK? Mais c'est la loi. La loi, c'est comme ça. Mais encore une fois, on recommande à 6, 5, 32 de commencer à penser. Tu veux pas te rendre là. Tu veux pas le rentrer là. Merci Yves. Ça fait plaisir. Ben, salutations, Julien. Merci, bonjour à vous trois. Je suis content d'être avec vous autres. Content que tu sois là aussi, d'autant plus que je pense que tu as des fans et clients ici dans la salle Je savais aujourd'hui. pas pour fan, là, puis même client, je savais pas, mais c'est drôle d'apprendre ça. Le monde est petit, comme on dit, fait que c'est le fun de savoir que tu as utilisé nos produits dans le passé. Ben oui, Pat, décris-donc un peu. OK, revenons, allons en détail un Yes. peu sur ce que tu fais, Julien, pour pouvoir mettre la table. On en a parlé un petit peu dans l'intro, là, mais plus en détail, mettons. Oui, ben dans le fond, je suis propriétaire de l'entreprise La Chute Performance qui existe depuis environ 2000. Donc, ça fait déjà 25 ans qu'on est dans la sphère de la performance et surtout dans le Subaru. Puis, dans le fond, au fur et à mesure, on a créé aussi une division qui s'appelle LP Aventure qui fait des produits pour le off-road. Donc, un peu comme on voit là, pour les pick-up, les Jeep, on a des kits, des lift kits pour surélever les voitures, des plaques de protection, des bumper guards, puis tout ça. Puis ça, c'est une entreprise à part de La Chute Performance, mais le LP Aventure, c'est pour La Chute Performance Aventure. Puis, j'ai encore, en fait, des liens avec la concession familiale de La Chute Subaru. Donc, le nom dit à La Chute. Et puis, on est concessionnaire Subaru depuis 1990, si ma mémoire est bonne. Toi, as-tu commencé là
étant évidemment plus jeune. Là, j'ai lavé des autos. On a ça en commun, mon gars. J'ai fait de l'esthétique, j'ai fait du balayage de plancher, j'ai fait pas mal d'affaires jusqu'à temps de créer une division de performance au sein de l'entreprise La Chute Subaru. Puis c'est là que La Chute Performance est née. Dans la concession, en bout de ligne, que mon père et ma mère détenaient depuis une couple d'années. Ça a été quoi ton déclic de passer justement à laver des chars, balayer, faire de l'esthétique, puis à un moment donné dire on pourrait-tu twister ça? Tu sais, Subaru, dans le début des années 90, déjà, il y avait une implication en rallye mondial avec le Legacy. Puis là, en 1995, ils sont arrivés avec un modèle qui était l'Impreza. Puis tu sais, ça a capté mon imaginaire. Puis c'était hallucinant de voir des Colin McRae, des Carlos Sainz, des pilotes extraordinaires qui faisaient des trucs avec des Subaru. Puis là, dans ce temps-là, on va se dire les vraies affaires. Subaru, c'était pas si glamour que ça. Là, on vendait des Loyal 1992, des Justy. Pour ceux qui connaissent les Subaru, c'était laid des Subaru là, en 1990. Il n'y avait pas grand-chose de le fun à se mettre sous la dent. Puis en 97, ils ont exporté pour la première fois le Impreza RS, qui était un Impreza 2 portes avec le beau du scoop, même s'il n'y avait pas de turbo, avec la grosse aileron style rallye, puis tout ça. Puis la première livraison qu'on a reçue, je m'adonne à être au concessionnaire, puis le beau Impreza noir avec les mags gold, il arrive, puis il drop ça dans la cour. Là, je disais, OK, ça c'est sérieux, là. Un char sport chez Subaru, ça existe. Fait que ça a été ça le déclic, entre autres. Sais-tu pour comment c'est arrivé qu'il y a eu justement un changement de garde au niveau du look chez Subaru à ces années-là? C'est vraiment leur implication en rallye mondial quand ils ont vu que ça avait vraiment un rayonnement mondial puis que les gens vraiment s'associaient à la marque par les résultats qu'ils obtenaient en course automobile. Là, à un moment donné, ils ont dû se dire, ben écoute, il y a quelque chose à faire là. Il y avait vraiment quelque chose de j'appellerais ça authentique, là, qui était vraiment... c'est 4 roues motrices, tu peux le rouler dans la boîte, dans le gravier, dans la neige, la glace, puis ça faisait des performances exceptionnelles parce qu'il y avait en plus des pilotes exceptionnels. Fait que j'ai l'impression que de fil en aiguille, ils ont comme réalisé qu'il y avait un potentiel là puis qu'il fallait qu'ils s'adressent à un public peut-être plus jeune, plus de char sport en tant que tel. Plus trendy un peu aussi. Là. Exact. L'engagement de la communauté Subaru, là, le taux de repeat, je ne sais pas c'est quoi par rapport au reste de l'industrie, là, mais c'est hallucinant. Encore à ce jour, là, ils sont bons premiers. Il y a Vaux qui est pas loin puis tout ça, mais après ça, il y a un gap là, entre ces deux manufacturiers-là puis les autres. C'est hallucinant comment... On dirait que tu te mets la main dans le tordeur, puis t'es pris dedans. Je suis rendu à 44 ans, puis c'est rare que je conduis autre chose qu'un Subaru, autant en course automobile que sur la route. Je suis tombé dedans vraiment quand j'étais petit, là, pour faire le jeu de mots facile. Là. Mais toi, tu n'aurais pas le sentiment de trahir ta famille si tu allais avec d'autres marques? Il n'y a pas ce côté-là aussi? Il y a eu ça longtemps, je te dirais probablement. Puis maintenant, par l'entremise de LP Aventure, on développe des produits pour d'autres marques. Fait que là, j'ai une excuse maintenant de m'acheter un Mazda CX-50 pour développer des produits sur cette plateforme-là. On le fait pour les Mitsubishi RVR, les Toyota RAV4. Fait que là, quand tu me vois assis dans d'autres choses qu'un Subaru, au moins, j'ai une excuse. Je pensais que tu allais dire c'est parce que c'est le char d'un client. aussi. Mais donc, je reviens à la question qui me trottait dans la tête. Comment tu passes de gars qui balaye le plancher à OK, on ouvre. Premièrement, quelles sont tes expériences mécaniques à ce moment-là, tu sais? Moi, je suis un pousseux de crayon. Je suis un gars... je suis plus intellectuel que manuel. Fait que je finis ma technique administrative en marketing au cégep. Puis là, c'était en 2001. Fait que là, c'est niaiseux, mais pour les plus jeunes, ça veut dire que Internet commence à peine à être le fun, puis à avoir une vitesse de croisière que tu peux utiliser pour faire quelque chose d'intéressant. Puis là, on se rend compte que je trouve une place en Australie qui s'appelle MRT, puis là, eux autres, ils modifient des Subaru pour en faire des chars de rallye, puis il y a des moteurs 2 litres turbo compressés. Fait que là, je disais à mon père, écoute... Il y a des choses extraordinaires qui se font en Australie. On pourrait importer ces produits-là, les revendre, puis les vendre en même la concession ici, offrir des accessoires en bout de ligne de performance. Fait que mon père, qui est un tripeux de char de course comme ça se peut pas, il fait « Ah oui, ça existe. Je te donne un chèque de 5 000, on commande 5 000 $ de stock d'Australie, puis on va voir si c'est-tu frauduleux ou pas. Là, c'est la première fois que mon père commande quelque chose à l'international. Fait on se commande des pièces, puis on les revend, puis là, ça se passe bien. Fait qu'au fur et à mesure, on se met de plus en plus à commander des pièces. Puis
à travers tout ça, il y a un certain Sylvain Vincent qui est un champion de rallye que plusieurs personnes vont connaître. Il y a un gars exceptionnel et gentil. Absolument. J'aurais dû dire ça d'abord, tu as tout à fait raison. Puis, il vient cogner à la porte chez mon père, puis il dit, écoutez, j'ai de l'expérience en rallye automobile, puis là, il nous montre ça sur un VHS, puis là, on s'installe. Un VHS. Puis là, on s'installe. La moitié du monde qui nous écoute ne sauront pas c'est quoi. Une grosse cassette qu'on met dans un lecteur. C'est pas une maladie transmissible sexuellement, ça, là, le VHS. Là. fait que lui, il avait une belle expérience en Toyota, propulsion, puis tout ça, puis il nous dit, ça serait écœurant qu'on fasse un partenariat. Il dit, je serais votre pilote de rallye. On pourrait se monter un Impreza de rallye. Puis pour faire une longue histoire courte, le premier Impreza noir que j'ai vu débarquer chez nous... Les Mac Gold. Les Mac Gold. Il avait été acheté par un certain Alain et sa conjointe, puis ils l'ont planté. Fait que là, nous, on a racheté ça vraiment pas cher parce qu'il était magané. Fait que, puis on en a fait notre première voiture de rallye pilotée par Sylvain Vincent. Fait que s'inscrit à des rallyes, puis c'est là où on commence à faire le lien entre la chute Subaru, la concession automobile, la chute Performance qui vend des pièces automobiles de performance, le rallye. Puis en 98-19 à peu près, on s'associe avec Sylvain Vincent pour construire ce véhicule-là. Puis après 3 courses, mon père il dit ça manque de power. J'ai dit Pat, t'as raison. Je dis j'ai trouvé une place en Australie. On peut acheter un moteur turbo avec la transmission toute il appelle ça Groupe N en rallye mondial. Fait que là, je dis, on peut tout commander ça, on va installer ça. J'ai trouvé un gars en Angleterre qui peut venir faire le volet du tuning puis tout ça. Fait que je dis ça te tente-tu? Fait que là, on regarde ça. Fait que, à ma connaissance, on a été les premiers au Canada à importer une mécanique complète de Groupe N puis de la mettre dans un châssis canadien. Puis là, Sylvain Vincent, il a commencé à dominer au niveau québécois avec ce véhicule-là. Tu te souviens-tu de la première fois qu'il l'a essayé? Ah oui. Peux-tu nous raconter un petit peu? Moi, je me souviens de la première fois que moi, je l'ai essayé. Ouais. Parce que dans ce temps-là, j'étais assez stupide pour dire... parce qu'en rallye, il faut que ça soit plaqué, les autos. Fait que on avait le droit de rouler ça dans sa rue. Puis je me souviens d'être allé chez mon chum à la chute. Je cognais à sa porte. Puis je dis, faut que tu viennes voir ça. J'ai un gros pen dans ce char-là. Puis je suis dans sa cour. Puis là, je fais des shows d'anti-lac dans sa cour. Puis c'était incroyable. On avait eu vraiment un fun fou. Puis Sylvain... lui, il avait vécu un petit peu l'évolution. Il l'avait essayé sous sa forme 2,5 litres atmosphérique de 165 forces. Puis après ça, quand il y a eu 280 forces là-dedans, je me souviens, c'était à Charlevoix, là, le rallye de Charlevoix. Puis là, après 3 spéciales, il n'y avait plus de frein parce qu'on avait comme pas pensé upgrader les freins à ce moment-là. Puis là, j'ai plus de break. Fait que là, prochaine upgrade... Ça vient avec, hein? On a tendance à oublier, mais plus tu mets des forces, ça freine. plus tu foutais des freins qui marchent. Fait que ça a été le début de... Pour éviter le lag, des fois, tu es le pied sur le gaz, pied gauche sur le frein pour placer l'auto. Okay. Pendant que tu as la place, ben, ton boss reste là. Quand tu enlèves ton pied sur le break, tu es full power. Ouais. Ça va bien quand tu as prévu les freins, mais c'est l'expérience. À ce moment-là, qui avait fait ça? Personne. À ma connaissance, on était les premiers à le faire au Canada. Il y avait Subaru Canada, l'équipe d'usine canadienne, qui avait importé, eux autres, un véhicule complet avec Tom et Trish McGear. Eux, il y avait un véhicule qu'ils avaient acheté déjà tout fabriqué, tout fait. Puis, fait que, je pense qu'on était les premiers à faire vraiment le swap, là, comme on dit en bon jargon de gars de char. Fait que ça a été vraiment ça. Puis après ça, ça a fait en sorte que je suis allé au rallye du voyageur la première fois en Ontario. Puis je suis allé voir mon premier rallye. Puis la première voiture de course que j'ai vue, c'est Dan et Frank Sprungle avec leur Audi S4 Quattro qui m'a comme poivré de gravier, comme a pu finir. C'était la première fois que j'allais voir un rallye, fait que je savais pas trop où me placer, puis je m'étais pas placé à la bonne place. Puis je m'étais fait là, poivrer, puis là, j'ai dit ça, c'est ça que je veux faire dans la vie. Je veux me faire poivrer. Je veux me faire... Non, je veux poivrer les autres. Exactement. Fait que là, donc, c'était vraiment... Là, tu nous as parlé des balbutiements, si on veut, mais après ça, t'as levé ça d'une coche encore? Bien, dans le fond, là, en 2000-2001, on fait partie de la concession automobile. On modifie des voitures à même une concession automobile. Puis à un moment donné, Subaru Canada, ils viennent cogner et ils disent ça marche pas. Tu peux pas modifier un véhicule puis en plus faire des jobs de garantie sur le lift à côté puis on sait pas s'il a été modifié ou pas. Ouais. Fait qu'ils ont comme dit à mon père regarde ton contrat là, de dealer Subaru puis à telle page, t'écris que t'as pas le droit de faire de modification. Fait que là, on avait une décision à prendre. Moi, c'est pas que j'avais pas envie de continuer la concession, mais c'était pas ça mon... Ce qui me faisait vibrer, c'était la course, c'était la performance. Fait que
Je me suis incorporé en 2004, puis mon père a trouvé un garage pas loin du sien. Fait qu'il a été super généreux. Il a acheté le garage, puis il m'a dit, regarde mon gars, je vais te donner une couple d'années, le temps que tu te fasses un nom, un crédit au niveau corporatif, puis tu me rachèteras quand tu voudras. Fait que, ça, c'est une belle passe à la palette, ça. Ouais, c'est une méchante passe à la palette. C'était un garage tout petit, je veux dire, c'était... Il n'y avait rien de glamour là. C'était vraiment, on trouve un local, on s'installe, on était juste 4-5 là-dedans, puis ça, c'était en 2004, tu vois, puis là, à partir de là, ben là, l'achat de performance, à ce jour, on est passé de 4 employés, à cette époque-là, on en a aujourd'hui 22, tu sais, fait que l'évolution a quand même été assez intéressante. Ça, on a comme des points historiques, je sais pas comment appeler ça, là, mais puis, tu sais, des milestones. Des milestones, c'est ça que je voulais dire. Puis en 2007, il me pogne une bulle. On achète un dyno 4 roues motrices pour être capable de faire du diagnostic, du tuning, puis du développement là-dessus. Attends, pour les gens qui connaissent pas ça, c'est quoi un dyno? Un dynamomètre 4 roues motrices, dans le fond, c'est que tu mets un véhicule sur le dyno qui est des rouleaux, en fait, en bout de ligne, puis qui t'aide à calculer le niveau de puissance puis le torque. Fait qu'il te donne vraiment ta courbe de puissance. Puis à cette époque-là, au Québec, il y en a un seul autre qui a un 4 roues motrices. Puis là, je dis, je veux ça. Combien ça coûte? Ça coûtait plus cher qu'à ma maison à cette époque-là. Là, je viens de m'acheter une maison en 2005, puis le dyno coûtait plus cher qu'à ma maison. Fait que je vais voir la Caisse populaire des jardins, je leur vends ma salade, je leur dis que ça va marcher, puis tout ça. Puis ils me disent, OK, on va t'octroyer un prêt, puis go. Puis the rest is history, là, comme ils disent. Là, ça nous a permis de développer des nouvelles pièces de performance en étant capable factuellement de dire, ben là, c'est pas du pelletage de nuages que m'a rajouté un P-Flow, ça va me donner 10 HP. Là. Non, c'est... On crée un produit, puis si ça marche, on le sait sur le dyno, puis si ça marche pas, ben il faut recommencer, puis il faut se casser la tête à continuer à développer. Tu avais déjà commencé à créer des pièces bien avant, par contre. Dès 2004, de produits. Dès 2004, on a commencé à faire nos propres systèmes d'échappement. Puis, tu m'ouvres une belle porte, merci, là, Carl. Mais une de mes grandes fiertés, c'est vraiment de dire qu'on a notre propre ligne de moteur. On a une ligne de moteur qu'on appelle les AK. Puis on a des AK1, AK2, AK3. Donc, c'est des moteurs Subaru qu'on transforme pour les amener à un niveau vraiment supérieur en termes de puissance, de fiabilité, puis être capable autant pour les clients qui veulent augmenter la puissance sur leur véhicule de rue que pour les courseurs automobiles. Là. Donc, c'est... je me trompe peut-être un peu dans mes milestones, là, mais c'est tout ça, ben, je pense que c'était en même temps que je faisais de la course automobile. Fait que ça aidait énormément à faire rayonner l'entreprise. Puis le modèle d'affaires, c'était vraiment de dire, on développe des produits en course automobile, puis après ça, on les amène pour pouvoir les offrir à nos clients sur la route. Là, fait que toi, dans le fond, la course automobile, c'est juste pour tester tes produits. C'est uniquement pour ça. Pas pour le plaisir, là. Absolument. Pas par la passion non plus. Je détestais ça, me retrouver derrière un volant. Non, mais c'est... Tu sais, naïvement, là, en 2004, là, j'ai dit, quand on va partir de l'achat de performance, ça va me permettre de me propulser ma carrière de coureur automobile. Tu sais, j'avais encore à 24 ans, à cette époque-là, 22, 24 ans, je me disais, j'y croyais encore qu'un jour, je pourrais faire de la course automobile sur une base professionnelle. Tu sais. Ton but, parle-nous justement de ta carrière de pilote automobile. Tu as commencé comment? Puis quand tu as commencé, ton but, c'était quoi ton rêve de dire, tu voulais te retrouver dans quel... Il y a eu deux phases, je dirais. La phase numéro 1, c'est vraiment le rallye. Là. Le rallye, quand j'ai eu la chance de côtoyer des gars comme Sylvain Vincent, mais après ça, des gars comme John Nichols, Jean-Paul Pérusse, des gars qui avaient gagné beaucoup. Puis moi, j'avais la chance d'être dans la même équipe de rallye qu'eux autres parce qu'on leur préparait leur Subaru eux autres, puis on préparait la mienne en même temps. Fait que là, moi, je me voyais... L'objectif, c'était de finir en championnat du monde des rallyes comme pilote, là, d'usine, et être payé pour faire de la course. C'est pas arrivé. Mais tu sais, ça a été... tu sais, je commence en 2000, puis c'est drôle, c'est Sylvain Vincent qui me fait ma première demi-cage dans mon auto pour un cadeau de fête. Il me demande de m'emprunter mon auto. Je la récupère 2 semaines après, j'ai une demi-cage dedans pour être conforme à faire des rallyes sprint. Fait que je m'inscris en rallye sprint, qui est comme l'entrée pour ensuite faire du rallye de performance. Les plus courtes distances, puis un niveau de danger plus bas. Puis exact. Niveau de préparation d'auto, tu n'es pas obligé d'avoir cage complète, puis tout ce qu'on a sur une auto professionnelle. Pour monsieur, madame, tout le monde en partant. C'est un bon pas pour entrer dans le monde du rallye. Ouais. Ça te permet de voir si tu aimes ça avant d'investir des sommes d'argent plus importantes. Fait que je demande à ma soeur si elle veut me copiloter, puis ma soeur, elle me dit ben parfait, je vais te copiloter, Julien. Fait que là, ça devient vraiment une histoire de famille vraiment extraordinaire à partir de là où
On est 2 enfants dans la famille, moi et ma soeur. Mon Puis père... elle tripes-tu sport automobile aussi? Pas tant. OK. Elle Pas fait juste tant, ça pour mais, être partner. Oui, au début, oui. Puis, tu sais, c'est pas une fan de course automobile qui va se lever un dimanche pour écouter la Formule 1. Ouais. Sauf que l'atmosphère des rallyes, on l'avait vécu 2 ans de temps comme spectateur en allant voir Sylvain Vincent aux courses. Ça, là, on constate que la communauté de rallye, c'est exceptionnel. C'est des gens dans l'entraide tout le temps, des gens super sympathiques. Fait que là, on tripe, on tombe en amour avec la communauté du rallye. Fait qu'on s'inscrit en rallye sprint. Et donc là, mes parents sont super contents. Je dis pas que j'étais pas proche de ma soeur, mais dans le sens, là, on a vraiment un projet commun où que là, toute la famille, au lieu d'aller en Italie pour 2 semaines l'été, ben on s'en va à Parry Sound en Ontario ou Baie des Chaleurs. Baie des Chaleurs, le défi. Puis fait que là, on devient une équipe frères et sœurs. Puis là, ben, on gagne le championnat rallye sprint à notre première année. Puis là, on dit on s'en va en performance. Fait que là, dans ce temps-là, j'avais un Legacy pas turbo 2.2 litres d'à peu près 140 forces, puis il devait peser 4000 livres. Là. Un tank, là, mais ça avançait pas. Fait que là, on upgrade à un Legacy turbo. Fait que c'est déjà un petit peu plus le fun. On avait une 40aine d'HP supplémentaires. Fait qu'on s'inscrit en 2001 pour les championnats québécois de rallye. C'est pas... T'sais, on a eu des super bons résultats, mais c'est difficile en rallye quand tu commences puis tu es une recrue, tu pars dernier en arrière, puis les routes sont déjà toutes maganées, puis c'est comme... C'est un apprentissage qui est très ardu au début. Mais excuse-moi, moi je connais moins ça, mais tu dis que tu pars en dernier parce que t'es recrue. Il n'y a pas de qualif, là, c'est ça? Non, exactement. C'est vraiment, t'es une recrue, tu tombes en arrière. Tu pars dernier, puis t'es toujours seul sur la piste, évidemment. Là, tu pars à chaque minute d'intervalle, à 1 minute d'intervalle. Fait que le premier qui part, lui, habituellement, sur la plupart des surfaces, quand tu pars premier, habituellement, t'es avantagé ou dans le top 5, à part des situations un petit peu plus spéciales. Là, mais donc, fait que là, on partait bon dernier, puis on avait du fun quand même, puis on se plantait d'un banc de neige dans les premières courses. Puis t'apprends à la dure, t'apprends à changer un flat parce que t'avais pas des roues de compétition, puis tout ça. Puis on est vraiment commencé par la base. Puis dis-toi, l'hiver, Richard, quand tu pars 40e, puis tout le monde a dérapé d'un virage, parce qu'en rallye, tu arrives de côté, les roues qui patinent, la glace est polymiroir. Fait que toi, tu arrives, tu n'as pas de pneus à clous, parce qu'en rallye, tu roules des pneus d'hiver. À cette époque-là, on roulait des pneus d'hiver. Des fois, il y avait le droit de tractioniser. Là, tu défaisais un peu la gomme quand il n'y avait pas de neige pantoute. Mais tu arrives là, puis écoute, toi, tu n'as pas de traction. Là. Mais le premier en avant, il y avait de la neige, la glace était rugueuse, fait qu'il y avait de la traction. Là. Puis, ben, c'est ça. Fait que là, on fait du rallye québécois, on a des bons résultats, tout ça. Puis mon père disait, hey, je nous verrai, là, je suis prêt à t'aider, à vous aider, Marie-Ève et moi, pour vous aider dans votre carrière de courseur automobile. Donc là, il décide de nous aider financièrement à faire le championnat canadien. Puis le championnat canadien, ça a été extraordinaire. En 2002, on a gagné le championnat canadien dans notre catégorie. En 2003, la même chose. On a fini 2e en Amérique du Nord en 2004. On a vraiment comme gravi les échelons super rapidement pour 2 kids là, de notre âge qui n'avaient pas d'expérience. Tu sais, je me souviens de certains rallyes là, qu'on finissait tout juste derrière les équipes d'usine de Subaru Canada, tout ça. Fait qu'on a vraiment comme super bien performé pendant, là, je te dirais, jusqu'à 2006-2007 à peu près. Ça a vraiment été le volet de ma carrière de pilote de rallye là, qui s'est arrêté à peu près en 2007-2008. Qu'est-ce que ça a changé dans votre relation frère-sœur d'avoir fait tant de compétitions ensemble? Je te dis, c'est les plus beaux moments que j'ai passés avec elle. Vraiment, là, de teamwork, de dire, pas que j'en passe pas aujourd'hui. Marie, si tu m'écoutes, je passe des super moments avec toi toujours. Tout à, mais dans ça a été des moments, tu sais, parce que il y a plein de formes de course automobile, là, puis plein de formes de compétition en général, mais il y a une affaire que tu peux juste vivre en rallye, là, au niveau de la course automobile, c'est un moment donné, tu pognes un rythme là, tellement parfait entre le pilote et le copilote que tu deviens comme un peu en transe où tout ralentit, puis là, à te cale, OK, ça va être un 3 gauche dans 150 mètres, c'est suivi d'un 6 droite dans 300. Puis quand tu pognes le bon pace, là, c'est incroyable, c'est que tu vois la courbe dans ta tête avant qu'elle arrive. Puis ça n'existe pas en circuit routier, ça n'existe pas en formule, ça n'existe pas ailleurs que quand... Parce qu'en rallye, tu peux pas te souvenir des routes. Dans ta journée, tu vas faire 150 km de spécial. Fait à moins que tu trouves quelqu'un qui est capable de
d'avoir fait les routes la veille puis de se souvenir de 150 km, là, c'est impossible. Walter Roll. Ouais, c'est ça. Il y en a eu des freaks de même, là, que des 7-10 km, ils pouvaient s'en souvenir. Là. Moi, j'étais pas comme ça. J'avais besoin de ma copilote. J'avais besoin des bonnes notes puis de ma copilote. Là. Mais, fait que, bref, pour répondre à ta question, ça nous a beaucoup rapprochés. Ça nous a fait vivre des expériences extraordinaires. On est allé aux États-Unis, on roulait des rallyes au Maine, en Pennsylvanie. T'sais, on s'est promené partout. Là. C'est vraiment un beau trip. Là. Puis j'ai l'impression, ce qui me venait en tête pendant le temps que tu décrivais justement ces moments-là, de un, j'avais l'impression d'y vivre un peu aussi. Ah, je suis dedans, là. Ouais, c'est ça. Avec moins de danger, mais quand même. Mais j'avais l'impression que c'est un peu comme une danse. Ah oui, exact. Tu sais, à deux. C'est absolument danser ça. à deux, c'est s'il y en a un qui avance son pied, l'autre, il faut qu'il le recule, mais au moment précis, tu sais. Fait que si elle te cale exactement au bon moment, tout ça te permet de visualiser la route, Exact. faire le move tout de suite après. Il y a quelque chose qui se passe. Puis on dirait à chaque départ, tu es obligé de le recommencer. T'sais, même si tu. Moi, ça me prenait tout le temps un 2-3 km là, avant de pogner le bon pace avec Marie. Puis là, je disais, OK, un petit peu plus vite ou non, pas trop vite. Dans le sens que tu développes quelque chose là-dedans. Puis là, quand la switch à flip, là, c'est incroyable, là, la sensation. Là. Puis un bon copilote feel son pilote. Ouais. Fait qu'à un moment donné, si ton pilote n'est pas réveillé, le copilote va l'aider, mais la communication, tu as des voies de communication que tu es capable de tout dire. Puis au même titre que quand ton pilote commence à avoir la tête qui brûle un peu, qui commence à être trop agressif, prendre trop de risques, le copilote va le ramener dans la bonne zone. Fait que le copilote est aussi important que le pilote. Elle a les yeux rivés sur ses notes. Là. Elle voit absolument rien de ce qui se passe devant. Puis là, elle m'entend juste des fois avec la respiration. Là, elle fait comme... Ah, c'est beau, Joe, tu l'as eu. Parce qu'elle, quand elle m'entend faire ça veut dire moi j'ai peur, ça veut dire qu'on est dans le trouble. Fait que là, après une couple de secondes, tu sais, OK, c'est beau, Joe, mais je pense pas qu'on est obligé d'être agressif comme ça. On peut se laquer, tu sais. Puis c'est tough le rallye parce que des fois, tu sais, je vais pas dire qu'on était plus rapide que les autres quand on partait derrière, mais souvent on partait derrière à cause du manque d'expérience. Fait qu'en rallye, plus tu as d'années d'expérience, plus tu vas partir rapidement dans... Fait que là, on partait des fois 30e alors qu'on roulait 5-6e d'un temps, tu sais. Mais quand tu pars 30e aux minutes, mais ça arrive là, sur un stage de 20 km que tu rattrapes du monde. Fait que tu sais, à un moment donné, dans un rallye de Québec, là, je n'ai dépassé 8 dans un stage. Là, ça veut dire que lui, il était parti 8 minutes en avant de moi, puis j'ai réussi à aller le rechercher. Fait que tu sais, à un moment donné, ça, c'est stressant parce que c'est des petites routes. Là. T'es pas sur un circuit où le gars, il peut regarder dans son miroir. Là, le gars qui roule en avant, ben honnêtement, il voit pas grand-chose dans ses miroirs parce que ça fait beaucoup de fumée de gravier ou de neige qui revole. Fait que c'est complexe, ces dépassements en rallye. Lui, il voit pas dans ses miroirs. À peu près pas. Toi, tu le vois un peu, mais tu reçois son stock aussi. Exact. Fait que là, t'es là, tu le klaxonnes, tu flashes tes autres comme sur l'autoroute quand le gars, il se tient à gauche, mais lui, il te voit pas. Là, fait qu'il faut que tu sois patient, puis ça, c'est... Déjà fait quelques erreurs à ce niveau-là. Puis il y a des pilotes moins expérimentés qui ne pensent pas de regarder les miroirs aussi. Parce que dans leur tête, tu es tout seul. Fait que si tu as une minute d'avance, normalement, il n'y a jamais personne. Mais quand tu arrives, tu vois un Julien qui te prend 8 minutes sur un stage, lui, il arrive vite en temps en arrière. Là, fait que tu as d'affaire à être réveillé. Exact. Puis j'imagine que le code d'éthique, c'est de se tasser pour laisser passer l'autre. Si tu te fais lapper, à un moment donné, il faut que tu... Exactement. On le voyait à l'hippodrome au Rallye de Québec. À un moment donné, on était 4, 5, 6 en même temps sur l'hippodrome. Puis il y en a qui sont vraiment pas vite. Là, fait que s'il y a des fois qu'il fallait manifester sa présence là, pour qu'il allume. Là. Exact. Puis tu t'es rendu où, justement, là, maintenant que tu as terminé ta carrière de pilote? Elle était en veilleuse depuis 3-4 ans, mais dans le sens, tu sais, j'ai fait du rallye jusqu'à 2007, puis ensuite, j'ai mis mon autre chapeau de circuit routier. Fait que là, on a commencé complètement un nouveau projet, puis on s'est lancé dans le circuit routier à partir de 2008, à peu près 2007, je crois. Donc, je pense que mon dernier rallye, c'est 2006 ou 2007 au défi Sainte-Agathe. Puis ensuite, j'ai pas été chanceux. Ben, des fois, c'est des erreurs aussi, mais j'ai eu 2 accidents en pas longtemps, disons, en rallye, qui m'a gagné beaucoup les autos puis qui a coûté très cher à réparer. Puis à cette époque-là, comme je disais, mon père nous aidait financièrement, mais moi, je travaillais dans la vie, puis pour vrai, je travaillais, je recevais mon chèque de paye. À cette époque-là, c'était pas des dépôts directs. Je le revirais de bord, je le signais, puis je le redonnais à mon père, parce que je remboursais ce que je devais pour faire de la course automobile.
Fait que là, on s'est dit peut-être que le circuit routier, ça coûterait moins cher que le rallye. T'sais. Fait que ça a été ça l'élément déclencheur qui nous a fait changer entre le rallye et le circuit routier. Fait que la carrière de pilote de rallye s'est achevée à peu près à cette époque-là avec on faisait un petit peu moins d'événements vers la fin pour garder notre budget pour faire les plus gros événements. On a eu des super résultats, mais tu sais, on a eu tellement de fun. Ça a été vraiment des belles années. Circuit routier, donc, t'embarques dans quoi à ce moment-là? Quelle série? Dans le fond, concours de circonstances, au Québec, il y a eu comme une réorganisation un peu, puis tout ça. Il y avait comme du mouvement au niveau des types de séries, puis ils ont créé une année la série Extreme Touring Pirelli. Donc, c'était un championnat qui était pour l'Est canadien. Puis c'était assez ouvert, c'était ça qui tombait bien. Là. Tu pouvais avoir, c'était pas super rigide sur les règles, tout ça. Fait que la première année, j'ai fait 2-3 courses pour préparer la voiture, apprendre à faire du circuit routier un peu, puis tout ça. Puis la deuxième année, on a fait le championnat complet en 2008, puis on a remporté le championnat en 2008. Fait que ça a été une super belle transition de dire... on a eu du succès en rallye, on amène ça, puis on veut montrer à nos clients qu'on est aussi capable de faire des véhicules de circuit routier, puis tout ça. Fait que c'est le fun. En circuit routier, c'était complètement une autre game. Là. J'ai plus de copilote, premièrement. Là. Donc, ça, déjà en partant, t'as un gros changement. Puis d'être seul dans le bois versus 20. Je me souviendrai toujours mon premier départ lancé. T'es entouré de 10 autos en avant de toi, 10 autos derrière toi, t'en as à côté de toi. Puis quand le drapeau vert est donné, puis tu gunnes, ben là, c'est comme t'entends même pas ton moteur, t'entends rien, t'entends tous les moteurs alentour de toi qui sonnent plus, là, les gros V8, tout ça. Moi, j'ai mon petit 4 cylindres turbo que t'entends le turbo qui scille, là, mais eux autres, ils ont les gros V8 puis des exhausts qui sortent des côtés, puis je les entends eux autres, puis moi, faut que j'essaie de catcher la RPM. Ouais, c'est ça, exact, là, tu sais. Okay. Combien donc là, si on continue le... Oui, bien, circuit routier, écoute, j'en ai fait jusqu'en 2019. Là, après ça, il y a eu la COVID. Donc là, de 2008 jusqu'à la série Extreme Touring, elle dure 2-3 ans. Moi, je l'ai toujours fait beaucoup par cycle là, aussi. Je faisais comme 2-3 saisons de rallye. Puis là, de course. Puis là, après ça, ben, je ramassais mon argent. Puis là, après ça, 2-3 ans. Puis là, je retournais 2-3 ans à faire. Fait que ça a été pas mal toujours ça, mon cycle. Fait qu'en circuit routier, ce qui a été le fun, c'est qu'à un moment donné, j'ai changé mon chapeau de pilote pour préparateur. Donc là, j'ai rencontré Roger Ledoux, que je salue, un de mes amis, qui vient nous voir. Puis là, il dit, moi, j'aimerais ça participer au championnat canadien de touring, le CTCC à cette époque-là que ça s'appelle. Puis Roger, ben, tu sais, c'est un ingénieur, c'est un gars super cartésien avec des super bonnes idées. Puis il magasinait l'équipe avec qui il voulait faire affaire pour gagner un championnat. Pas plus compliqué que ça. Lui, il avait un plan de match sur 3 ans. Il dit, moi, première année, je veux qu'on finisse top 5. Je veux gagner le championnat. Ben, top 3 minimum, deuxième année. Puis je veux gagner le championnat d'ici 3 ans. Fait qu'il avait magasiné des équipes en Ontario. Il avait magasiné des équipes au Québec. Puis... oui, on avait un certain background circuit routier, mais on était plus reconnu pour le rallye. Fait qu'il est arrivé avec ses réserves, puis il nous a challengé au bout. Puis, un moment donné, je m'en souviens, j'étais sur le pont de Québec. Je me souviens pas pourquoi j'amène cette précision-là, mais il m'appelle, puis on est comme dans les derniers balbutiements de la négociation, à savoir, il va-tu faire affaire avec nous autres pour la préparation ou pas? Puis, il est drôle, c'est la première fois que j'entendais ça, il me dit, si je finis pas top 5 la première année, je pense qu'il voulait me tester, puis là, il disait, il peut-tu avoir... comment qu'il avait appelé ça? C'était comme une taxe de performance, une clause de performance. Fait qu'il dit, tu sais, si je suis 6e au championnat, ben tu m'enlèves 5 000 $, mettons, pour la saison d'après. Okay. Si je finis 7e, et puis ainsi de suite, jusqu'à, ça n'a pas bien été, on a fini 18e. Quasiment une jauge, là. Ouais. Fait que là, tu sais, je suis là, puis je réfléchis, puis là, je pars à rire. Je dis, ouais, tu me fais confiance, tu sais. Puis là, il dit, non, c'est pas ça, mais tu sais, je veux m'assurer que vous allez être investi dans le projet. Si tu finis 4e, tu nous donnes 15 000. Fait que là, je suis parti là, j'ai fait, OK, les gars, si tu finis 4, il a adoré ça, il est parti à rire, puis là, il a catché qu'on serait comme des bons équipiers. Je pense, en tout cas, que ça a été un élément de déclencheur. Fait qu'il signe avec nous pour les 3 ans. On prépare la voiture. Je pense qu'il a fini 4e ou 3e la première saison. Puis ensuite, il a gagné le championnat en 2015 et 2016. Fait qu'il a gagné 2 championnats consécutifs. Wow. Puis le trip était tellement le fun que sa femme Nathalie s'est jointe à nous. On lui a préparé une voiture à elle aussi, puis elle roulait elle aussi en super touring avec nous autres. Fait qu'on est devenu une équipe inséparable pendant à peu près un 4-5 ans, vraiment de plaisir fou avec eux autres, mais je ne pilotais à peu près plus. Ouais.
Mais j'y ai trouvé mon fun de préparateur. Puis c'est complètement un autre stress de dire préparer une auto pour que lui gagne avec versus moi piloter. Puis Roger nous a permis de nous améliorer tellement en tant qu'équipe parce que il y avait un niveau de structure que moi, j'aurais jamais. Je ne suis pas un ingénieur, je ne le serais jamais, puis ça ne m'aurait pas intéressé non plus. C'est que lui amenait son knowledge aussi à travers le vôtre. Exact. Il n'y avait pas de knowledge de course automobile. Mais il y avait un knowledge d'ingénieur qui nous amenait à réfléchir différemment. Puis ça a fait beaucoup évoluer mon équipe de techniciens, de mécanos, puis les décisions, les stratégies. Fait que suite à ça, ben là, moi, j'ai repris le volant, mais là, on était à un autre niveau. C'est comme si, avant, moi, en tant que pilote, on avait préparé une voiture, j'étais bien heureux avec, puis ma job, c'était d'aller le plus vite possible avec, mais j'étais pas chialeux, ces réglages, j'avais rien à dans le sens, donne-moi un char, je vais aller vite avec. Mais là, ça nous a amené à nous améliorer, à travailler les suspensions, on a fait venir des ingénieurs de suspension d'Europe pour venir nous aider. On a développé les autos pour jusqu'à temps de devenir super rapide, puis ça a fini quand même sur un high, là, je te dirais, pas ma carrière, parce que je pense pas qu'elle soit finie, mais mon expérience jusqu'à 2019... je m'en souviens parce que c'est toi qui animais en plus au Grand Prix de Trois-Rivières. Carlo! Fait que là, Carl, parce que j'ai réécouté la course dernièrement avec un client qui voulait peut-être s'acheter une transmission séquentielle pour son Subaru. Puis là, j'ai dit, hey, check ça, j'avais ça. Fait que bref, tout ça pour dire qu'en 2019, j'arrive au Grand Prix de Trois-Rivières, qui est l'événement fétiche de mon père. T'sais, moi, mon père, il m'amenait aux courses tout le temps. Puis le vendredi soir, il se met à mouiller, puis ça tombe quand même bien. Moi, mon expérience de rallye me suit beaucoup. Ouais, c'est ça que quand c'est pas l'adhérence parfaite, tout ça, souvent les gars de circuit routier, il y en a qui sont excellents là, sous la pluie, mais il y en a aussi que ils baissent d'une petite coche, puis il y en a qui lèvent, il y en a qui baissent. Moi, je suis du genre à dire ah, yes, il mouille, ça me donne plus de chance. Fait que là, un super bon départ, on roule troisième, puis il y a un incident devant les deux premiers, puis là, je me retrouve premier après le drapeau jaune, puis là, je me souviendrai toujours de ma réaction, c'est ah shit, j'ai pas écouté comme il faut pendant le meeting des pilotes à matin parce que, tu sais, quand tu penses que ça t'impliquera pas, là, il y avait comme une façon de relancer l'épreuve qu'il avait expliqué pendant le meeting des pilotes le matin. Si t'es premier, assure-toi que tu vas à telle vitesse, puis accélère pas avant tel virage. Puis je suis comme, hey, c'est moi le premier, puis j'ai rien écouté de ce qu'ils ont dit par rapport à ça. Fait que je suis allé au feeling, tu sais, puis ça a super bien été. On a gagné cette course-là, fait que ça a fini. C'est la dernière course que j'ai faite en 2019 avec la gang, puis on a gagné le Grand Prix de Trois-Rivières en CTCC. Fait que ça c'est le highlight de mon circuit routier. Qu'est-ce qui fait qu'après, ça se termine? COVID en 2020. Ouais. Ah oui, c'est vrai, ça existait, ça. Puis mon père décède de la COVID en 2021. Fait que sans tomber dans l'émotif, ça a fait un choc. Puis là, après ça, il y a eu une spirale... de la relève de la concession automobile, tout l'aspect, gérer tout ça. Puis depuis ce temps-là, j'ai pas remis les pieds dans mon char de course encore. Ça va venir, ça va venir. Qu'est-ce que ça va prendre pour que tu remettes Je sais pas. Les fesses dedans? Ça va prendre pas grand-chose. Puis là, souvent, je niaise mon équipe là, quand j'arrive. Parce que, tu sais, avant Roger Ledoux, j'avais zéro organisation tant que ça. Là, je me levais un lundi matin, puis j'annonçais à mon équipe, il y a une course dans 2 semaines, il faut préparer l'auto, puis on y va. Fait que là, maintenant, là, j'ai appris de ça. Mais s'il y a de quoi à faire, je vais faire un programme sur 2-3 ans où je vais être sûr que je vais avoir les fonds nécessaires. Même en cas de bad luck, qu'il y a un accident, peu importe, être sûr qu'on peut... on peut être présent à chacune des courses et se battre pour un championnat. Mais ça va prendre une certaine remise en forme pour vrai au niveau pilotage. Là, ça fait quand même 4 ans, 5 ans que j'ai pas que j'ai fait du lapping. Je me suis amusé avec mes clients. On fait des journées de lapping avec nos clients et tout, mais pas la même chose que mettre la Switch Race à on. Là, ça amène un côté intéressant de business parce que le rallye, c'est dur de dire je vais prendre mes clients qui ont des beaux Subaru puis je vais les amener s'amuser sur la gravelle. Ouais, c'est ça. La plupart du monde, on va dire t'es malade, non, là, je ferai pas ça avec mon auto. Mais à partir du moment où tu t'impliques en circuit, puis il y a des lapping days, souvent sur plusieurs circuits, là, tu commences à ouvrir un pan super intéressant de ta relation client parce que tu as déjà ta ligne de pièces, tout ce qui est l'achat de performance, tu prépares déjà des moteurs, tu prépares déjà des voitures. Et là, tu te retrouves à être là comme pilote, donc tu peux être instructeur sur des recrues. Toi, ça l'ouvre vraiment un océan de possibilités. C'est vraiment le fun. Puis tu sais, des fois, il y a beaucoup de clients qui vont
jamais dans un autre garage que chez nous. Là. Ils sont très loyaux, ils viennent chez nous du début à la fin du projet. Le dernier qu'on a fait, c'était au mois de mai dernier à Mécaglis. On était quand même... je pense qu'il y avait une vingtaine de clients qui étaient avec nous, puis c'est toutes des voitures qu'on a préparées, fait que c'est le fun aussi. Ils ont des questions sur le setup, tout ça, fait qu'on peut se présenter directement là-bas. Des fois, ils vont me dire « Hey, c'est ma voiture, peux-tu me donner ton feeling sur la suspension? » Puis on va essayer à partir de là de faire des réglages différents. Fait que ça, c'est vraiment ça ouvre effectivement l'opportunité de dire aussi, parce que on n'a pas tout le temps à bonne presse les shops de performance là, au Québec et au Canada. Là, souvent, on est vu comme des Fast and the Furious, puis dangereux sur les routes. Puis, moi, le but avec l'entreprise, c'était de dire il faut s'éloigner de ce stéréotype-là. C'est pas vrai, nous autres, qu'on va avoir le style Fast and Furious avec les filles en bikini sur le bord de ces autos. Puis tous nos événements, c'est pas ça. Là, c'est familial, c'est sécuritaire, c'est de dire tu veux le laisser, ton STI de 500 force? Parfait. Mais viens avec nous autres, un casque sur la tête, sur un circuit fermé, pas dangereux pour les autres. Puis ça, honnêtement, je pense que c'est primordial, là, parce que déjà que on n'a pas... c'est ça, on monte des véhicules des fois pour des jeunes, puis je me souviens ce que je faisais sur la route à 18, 19, 20 ans, puis j'essaie juste de leur éviter ça. Ben, c'est drôle parce que j'allais dire, c'est ton expérience de pilote aussi qui parle comme propriétaire aussi. Si tu n'avais peut-être pas toute cette expérience-là, tu n'aurais peut-être pas, je pense à Carl aussi. Carl, s'il y a un gars qui est pro-sécurité, c'est bien toi. Puis qui a été imbécile jeune. Fait que, à un moment donné, je me rends compte des niaiseries, puis je suis persuadé que toi, Pat, tout le monde, on n'a pas tout été intelligent jeune, mais à la minute que tu touches au sport automobile, tu te rends compte de tout ce que tu peux faire avec une voiture quand c'est bien fait, bien amené, puis c'est en contrôle. Puis quand tu te rends compte à quel point c'était stupide dans la rue avec des gens qui ne s'attendent pas à ce qu'une personne arrive vite ou que quelqu'un sorte d'une entrée. En sport auto, au moins, on va tous dans le même sens. Là. Fait que c'est pas mal plus simple à gérer. Oui, puis c'est ce qui fait que vous êtes considérés comme des professionnels aujourd'hui. Puis des ambassadeurs aussi. Des ambassadeurs, ça fait que c'est ce qui change la game aussi, après ça, quand tu permets à d'autres. Si tu amènes des clients ou des partenaires, peu importe, faire ça, dans ce cadre-là, ben ils comprennent c'est quoi vraiment le faire comme du monde aussi, puis d'en profiter pleinement aussi, mais dans un cadre précis. C'est la seule place où tu peux vraiment pousser pour vrai à la limite, puis que si tu vas au-delà de la limite, parce que c'est un peu ça le but, en tout cas, pour ceux qui veulent pousser, c'est toujours de trouver la limite. Là. Puis après ça, c'est de savoir, OK, je viens de la franchir, mais je l'ai franchi, puis c'est pas grave parce que c'est un milieu contrôlé. T'sais. Exact. Oui. On va passer au segment SOGU parce que c'est une thématique mécanique. Puis SOGU, quand même, c'est un de nos partenaires assez intéressants pour, entre autres, la Société des huiles usagées, programme de récupération des produits d'entretien mécanique, huile, antigel, contenant vide, filtre à l'huile. Il y a vraiment des points de chute partout au Québec, puis vous ne jetez pas ça dans les égouts, vous ne jetez pas ça dans les poubelles, vous allez trouver votre point. Il y en a un pas loin de chez vous, c'est sûr. Vous allez sur sogu.com, SOGHU.com. Toi, tu l'as dit en début de podcast, tu es plus intellectuel que manuel, mais t'as-tu eu à faire de la mécanique pas mal depuis le début de ta surtout carrière? En rallye, c'est important que tu sois mécano parce que des fois, tu vas réparer ta voiture en pleine spéciale. Là. Il va t'arriver une bad luck, puis là, tu veux pas être hors course parce que tu as un petit problème mécanique que tu aurais pu régler si tu te débrouilles avec un impact puis des clés. Là, fait que ça, oui, tu sais... J'ai fait beaucoup d'entretien de ma propre voiture en rallye pour sauver des coûts aussi, mais parce que j'aimais ça, puis ça m'aidait à comprendre. Fait que c'était pas sorcier pour moi de tout démonter ma suspension, mes freins. Toute la base, je le faisais toute direction, suspension, frein, il n'y a pas de problème. Mais j'aurais pas. Je connais très bien les spécifications moteur, transmission de tous les Subaru à peu près, mais le faire moi-même, par contre, ça, c'est moins mon bag. Tu dis que vous êtes rendu à 22 employés maintenant? Oui, exact. La chute performance? Oui. Puis, j'imagine que le fait que tu connaisses la mécanique, ça t'aide à bien driver tes employés aussi? Bien, ils en connaissent beaucoup plus que moi. J'ai la chance d'avoir vraiment des cerveaux de mécanique, puis des exécutants aussi vraiment hors pair. J'aime bien dire,
Stéphane Gauthier, qui est mon tuner depuis 25 ans, tu sais, maintenant, ma engine builder, c'est sa fille Molly, tu sais. Ça fait que c'était carré, j'ai comme du double génération, tu sais. Puis c'était mon gars de 15 ans, il est allé avec Molly passer des journées cet été pour apprendre comment monter des moteurs, tu sais, puis des choses comme ça. Fait que, tu sais, c'était carré, tu sais, on est rendu, c'est là qu'on se rend compte qu'on vieillit aussi, par contre, mais tu sais, mais je pense que c'est plus envers les clients que les employés que j'ai un impact. C'est-à-dire que je peux les aider à prendre les bonnes décisions pour leur projet, je te dirais. Parce que les mécanos, je leur apprendrai pas grand-chose, je vais t'avouer. C'est plus l'inverse. Ouais, c'est tu moi peux leur transmettre quand même ce que tu veux. Oui, exact. Puis clairement, oui, c'est comme un bon pilote va bien transmettre à ses mécanos. Sur ton char, ici à gauche, il y a un petit Absolument. truc qui fait que la façon de communiquer est importante. Puis j'imagine que comme tu connais la mécanique maintenant, pas maintenant, mais ça te permet justement qu'ils comprennent ce que tu veux ou ce que tu dis. Tu sais. Tout à fait. Puis même chose du côté des projets clients. Là. Dans les deux cas, ça fait en sorte que on peut éviter aux clients de s'en aller dans une... Il y a beaucoup de lectures sur Internet, là, puis j'ai vu qu'aux États-Unis, ça avait sorti 1000 HP, ce setup-là. C'est pas vrai, ça n'existe pas. C'est juste les ramener vers quelque chose de plus concret. Puis, on a la crédibilité de dire, regarde, mon auto de course à moi, elle a 600 quelques forces, puis, je veux dire, c'est... T'as gagné plein de courses. C'est ça, tu sais. Ouais. Puis, Julien, un détail, mais t'en as beaucoup, c'est des vendeurs de pièces. Fait que, des fois, le client arrive, là, hey, j'ai 20 000 pièces à mettre. Inquiète-toi pas, tu vas flamber ton 20 000. Mais Julien va tomber dans l'analyse avant de dire donne-moi ton argent. Tu vas expliquer, tu vas reconnaître le besoin du client, tu vas savoir ce qu'il veut faire avec l'auto, dans quelle direction il veut aller, si c'est du lapping, la rue, du ci, du ça. Exact. Moi, parce que j'ai quand même passé beaucoup de temps chez vous, puis j'écoutais les gars travailler au comptoir, puis j'aimais ce que j'entendais. J'avais l'impression que tu rentrais d'une famille, tu étais pris par la main, que tout était bien analysé pour ton bien. Puis je pense que c'est ce qui fait que vous avez autant de clients qui sont fidèles aussi. Ben moi, ça me fait encore vibrer là, quand un client arrive et il me dit voici mes objectifs, voici ce que je fais avec la voiture, as-tu une idée? Puis quand le client me laisse carte blanche pour y faire un plan de match, là j'ai encore la même passion qu'au début de dire OK, c'est quoi la meilleure solution? C'est quoi la meilleure motorisation qu'on va pouvoir mettre là-dedans? C'est quoi le bon turbo pour ce qu'il veut faire? Puis, y a-tu quelque chose de nouveau qui est sorti récemment qu'on pourrait intégrer, qu'on n'a pas fait avant? Puis, des fois, c'est du travail de collaboration avec le client, de dire regarde, pour vrai, on l'a jamais essayé. Sauf que là, ça vient de sortir, ça a l'air intéressant. Ça te tente-tu qu'on le laissait ensemble? Puis des fois, les gars sont ah ouais, c'est le fun de faire partie de quelque chose qu'on va développer ensemble. Fait que, tu sais, je pense que c'est ce qui nous permet d'être encore relevant là, en 2025 dans le Subaru, c'est le fait que on cherche toujours à trouver quelque chose de nouveau à faire à chaque année. On essaie toujours de trouver, d'innover un peu, d'essayer de trouver, de se tenir au courant de ce qui se passe. Puis même, on fait développer des pièces parfois avec des... Je donne l'exemple de Cosworth parce que c'est un petit peu plus connu. C'est un motoriste qui a fait de la F1 puis tout ça. Puis, on a développé des pistons pour Subaru avec eux autres, à titre d'exemple. Fait que ce genre de collaboration-là aussi, ça fait en sorte qu'on est toujours en train de pousser un petit peu la limite. Puis c'est ce qui nous permet d'être l'atelier, je pense. En tout cas, je suis un gars assez humble dans la vie, là, mais je pense qu'on a l'atelier de Subaru la plus intéressante au Canada, la plus grosse, puis qui a le plus gros volume, puis qui fait ses propres... Moi, ce qui me fait vraiment aussi très plaisir, c'est d'avoir notre propre marque de système d'échappement, notre propre marque de moteur, comme on parlait tantôt. Ça c'est vraiment là où je trouve qu'on se démarque par rapport à juste acheter des pièces puis faire une poutine avec ça, puis voter avec ça. Des assembleurs quasiment. Là. Exact. Un détail, quand on a fait le projet FRS, moi, je suis arrivé avec un plan de match. Bon, c'était une voiture qui était destinée de conduite par des artistes sur circuit. La puissance n'était pas si importante. Non. Mais il y a quelque chose qui m'agaçait dans FRS. Je trouvais qu'il était imprévisible quand tu poussais l'auto. Puis, en temps normal, les conseils que toutes les shops te donnent, mets une cage, une bonne suspension, tout est fait. Non, on va commencer par les bushings. Pardon? J'ai oui, ça coûte un peu cher, mais on va remplacer tout ce qui est caoutchouc. C'est pas sexy au début, des bushings. Tu te dis pas, c'est une modif, le fun à faire. Personne ne te parle de ça. Exact. Personne. Puis toi, ta première étape, ça a été d'être vers ça. Puis en effet, ça a transformé la voiture. Mais c'est chiant à poser. C'est pas le fun pour tes mécanos. C'est les pires jobs à faire. Mais toi, tu as dit pour ton bien, pour le bien du projet, étape 1. Exact. Fait que moi, c'est des conseils comme ça, des fois, que tu te fais pas donner
en nulle part. Ouais. Et tu arrives à un endroit où tu fais OK, les gars sont solides. Oui, puis ça te donne confiance aussi, surtout s'il y a une différence tout de suite après. Tu dis, attends, Majeur. j'ai changé les bushings, si je vois déjà quelque chose. Ouais. Là, après ça, il reste le reste à faire, mais ça te donne confiance. Qu'est-ce que les gens veulent en gros? Là, tu sais, souvent, des clients vont venir te voir, puis ils veulent ça. Ça, j'ai une question double, en fait. Ça, puis c'est quoi les projets les plus funky que tu as eu à réaliser? Tout le monde veut 800 HP au début, là, quand ils mettent les pieds chez nous, à peu près. C'est pas vrai, j'exagère un peu, mais tu sais, tout le monde veut du HP au début, pour vrai. Okay. Tout le monde veut du power. Puis tu sais, je suis un mauvais exemple dans le sens que quand je suis dans mon char de course, tu sais, c'est moi qui achale mon tuner pour dire donne-moi 3 livres de boost de plus, puis je vais aller chercher la Porsche en avant. Puis tu sais, au final, je suis 0.1, 0.2 secondes auto plus vite avec 30 HP de plus. Ça change pas grand-chose. Fait qu'au final, dans le fond, notre job, c'est... Mais ils viennent tous pour l'augmentation de puissance, la plupart du temps. Fait que ça, c'est la base. Sauf que, tu sais, des fois, quand tes freins sont finis, au lieu d'aller au dealer, ben là, ils vont dire qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon système de freinage. Ils sont dus pour être changés. Même chose pour tout ce qui est direction, suspension, puis tout ça. Il y a des gens qui viennent aussi vraiment purement pour l'aspect plus esthétique, mais c'est plus rare. Fait que la plupart du temps, les clients qui viennent chez nous, c'est vraiment augmenter la puissance sans affecter la fiabilité. Ouais. Fait que c'est vraiment là-dessus qu'on essaie de travailler le plus possible. Au niveau des projets funky, ça finit plus. Là, on a fait vraiment beaucoup, sincèrement. Récemment, une que j'aime beaucoup, c'est qu'on a pris justement un FRS BRZ, puis on a mis un LS3 de Corvette dedans. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Ah, bah ouais. Ça demeure... On n'a même pas dénaturé l'auto, honnêtement. Là. Elle demeure super le fun à conduire. C'est trippant. Ça, c'est vraiment une auto qui me donne le sourire à toutes les fois que j'embarque dedans. On a fait des projets spéciaux des STI qu'on a amenés justement à 700-800 forces avec des transmissions séquentielles. Mais plus fréquemment, celle qui me fait le plus tripper, c'est un client avec un LP400 qui m'a dit « Moi, j'aimerais ça faire comme si c'était un auto de rallye. » Fait qu'on a commandé une suspension ProDrive Group N pour mettre là-dessus. Ben, c'est un char de rue. Alors que ça ne servira jamais. Ça sert parce pour ça. Où est-ce qu'il habite, par contre, c'est quand même intéressant de l'utiliser, par contre. Là, il habite dans des petits chemins vraiment très rocailleux, puis il y a du gravier, puis tout ça. Mais en plus, on y a mis une transmission séquentielle comme les chars de rallye. Fait que là, c'est un char de rue, t'as la vraie séquentielle, t'as la suspension ProDrive. Fait que c'est pas... Ça a 470 forces, c'est pas... Mais c'est incroyable. C'est une des voitures les plus équilibrées. Ça ressemble beaucoup à la LP400R que tu avais essayé en termes de power, puis tout ça, mais... modèle rallye, tu sais, surélevé, puis avec... Mais là, tu touches un point important, parce qu'on n'a même pas parlé, mais toi, tu fais des éditions spéciales, les LP400, qui c'est des autos que tu peux acheter flambant neuf. Mais c'est quoi un LP400, excuse-moi? Là? Et c'est là que ça vaut à peine qu'ils disent, ouais. Ben, là, on n'en fait plus depuis qu'il n'y a plus d'STI, par contre. Mais tu sais, en 2012, on avait eu l'idée de se dire... Si Subaru nous approchait pour faire une édition spéciale d'un Subaru, ce serait quoi? T'sais? Puis on s'est juste, à l'interne, on a brainstormé là-dessus, puis on s'est dit, on va en faire une édition spéciale, parce qu'au Japon, puis dans plein de régions du monde, Subaru faisait des éditions spéciales, des 22B, des ci, des ça, qui venaient jamais au Québec. Fait qu'on les avait jamais. Nous autres, on avait toutes les Outback, toutes les Forester, toutes les chars plates de Subaru, puis on n'avait jamais d'édition spéciale. Fait que là, on s'est dit, on va prétendre on va s'imaginer qu'on a été mandaté par Subaru pour en faire une. Puis c'est là qu'est né le LP400. Ah bon, OK. Donc le LP400, en bout de ligne, c'était quoi? C'était t'achetais ton STI au concessionnaire, tu venais nous voir, on mettait un package dessus, puis on passait de 300 à 400 forces. Mais avec tous les éléments, le moteur était forgé pour être capable de prendre cette 400 forces-là. Il y avait une amélioration au niveau des freins, de la suspension. On faisait le tour de l'auto. Vraiment, là, c'était exceptionnel. Puis... Anecdote, on était à Icar en train de tester ça. Puis c'était la journée avant qu'on fasse le lancement, quelque chose comme ça. Puis je vois un gros trailer qui recule, puis je vois une auto de NASCAR Xfinity qui débarque. Puis c'est Max Papis, ancien pilote de Formule 1 qui est en NASCAR, qui nous regarde rouler. Puis à un moment donné, Max il décide de venir nous voir. Puis on a la piste pour nous autres tout seul. Puis on fait juste les derniers essais de la voiture. Puis il me dit, je peux-tu l'essayer? Fait que là, j'explique c'est quoi l'auto, puis tout. Je dis, ah ouais, si j'embarque avec toi, tu sais, on le fait. On embarque, puis j'ai Max Papis, pilote de Formule 1 et de NASCAR à cette époque-là, qui apprend le circuit. Là, il n'a jamais roulé le circuit de sa vie. Fait que c'est moi dans le char qui, tu sais, il casse, il n'y a pas de point de repère. Non, c'est facile. pas évident. Fait que c'est moi qui fais des signes, ça s'en va par là. Fait qu'il prend 2 tours, il prend 3 tours. Puis là, après ça, il m'a payé une de ses rides. Là, c'est la ride de ma vie.
Il est sorti de Mad là. Max, Oui. Il Ouais. est sorti de là. Il m'a dit, sincèrement, c'est un char de rue, ça? Je dis, oui, absolument, c'est notre édition spéciale. Il dit, j'en reviens pas. Fait que là, je dis, est-ce que je peux dire que c'est Max Papis Approve? Il dit, oui, c'est Max Papis Approve, c'est solide. Fait que, une petite anecdote bien le fun. Puis après ça, en 2015, les LP400, on a continué à en faire. On a poussé l'enveloppe jusqu'à sortir des LP400 qui développaient 450, 470 forces à peu D'où près. le R. D'où le R, exact. Puis ce qui était génial pendant une certaine période de temps, c'est même que, tu sais, nous, les LP400R, là, on garantissait ta voiture 3 ans, 60 000 km. Tu achetais un STI, tu prenais notre package LP400, LP400R, on te garantissait ton auto 3 ans, 60 000 km. S'il y avait de quoi qui revolait côté moteur, n'importe quoi, c'était notre responsabilité de te le réparer au même titre qu'un manufacturier, tu sais. Ça prend Voiture de qu'on a belle conduit, Oui, Michel absolument. Barrette et moi, et toi, sur Icar, quand on a fait équipé pour rouler. Oui, puis après ça qu'on a reconduit à propulsion à Ouais, TVA. exact. Puis c'était... Ouais, on s'est payé à la traite avec Je ces me souviens autos-là. qu'on avait trippé raide, puis Barrette, il était sur le cul. Là. Comme faut. Oh, oui, avec raison. Là, Oh, Je m'en souviens, moi aussi. de le voir de même, là, c'était le fun. Là, tu sais, c'est la première fois que je le rencontrais, puis il était comme... je pense qu'il trouvait qu'il y avait beaucoup de puissance. Ça, puis l'équilibre, parce qu'un Ouais. STI d'origine, c'est passablement sous-vireur. Sur une piste, ça manque de frein. C'est le fun, mais tu peux pas dire là, qu'après prendre un STI d'origine, c'est la piste, tu peux pas dire que c'est une extraordinaire machine de circuit, c'est pas vrai. Ouais. Mais tu prends un LP400, oh, là, il se passe quelque chose. En fait, les côtés négatifs de la STI tout court ont été enlevés Ouais. pour que ça devienne quasiment un atout. Là. Ils ont vraiment fait C'était le pas ça travail. avec un T-Chun de propulsion, t'avais un STI puis un Civic SI? On a fait, STI avec Civic SIR. SIR, excuse. Puis c'était Simon Dionvien, Dionvien, avec ouais. qui tu as échangé Ouais, de la ouais. carrosserie beaucoup. Mais Simon conduisait le STI, moi le Civic de ses pairs. Ouais. Puis pauvre Simon, il a failli se la péter solide, il a manqué de frein. Après 3 tours, tu manques de frein avec un STI stock. Puis, comme on dit, ça prenait de l'expérience Ouais. parce qu'il s'est fait peur. Là. Ouais. Mais après ça, on a fait... c'est drôle parce que le LP400 à propulsion, Simon conduisait le Ouais. LP400. Moi, j'avais un Focus... Il en reste, ouais. Ouais, Focus CRS. Fait que le seul problème, c'est qu'après 7-8 tours rapides, cochon, à se frotter un peu, Simon puis moi, le Focus tombait Il en se chauffait, surchauffe. ouais, c'est ça. Tandis que les STI, Simon était comme, me le dira quand t'es prêt. Là. Moi, l'auto va très, très bien. là. Lui, c'était un LP400? C'était un Ah, fait que LP400, il était lui, il avait prêt, zéro trouble. ouais. Non, il C'était moi, Monique, toutes les lumières allumées dans le tableau de bord du Focus. Puis, Wow. une autre pause. Là. tu sais, inspiré par le LP400, quel modèle t'aimerais faire maintenant qui serait dans la même optique, c'est-à-dire qui C'est une viennent de bonne vous question. autres puis qui reste comme un modèle attitré à vous autres, un peu comme le LP400? Ce qui est difficile, c'est que pour Subaru, c'est qu'on est un peu dans un trend où on retire beaucoup de véhicules sport. Ouais. Fait qu'il reste un WRX qui est une super plateforme pour vrai avec le moteur FA24 qui est vraiment performant et efficace. Mais ça reste qu'il y a beaucoup d'aide à la conduite qu'on n'est plus capable de se débarrasser. Comme le STI, c'était le fun, tu disais, on enlève l'aide à la conduite. Il n'y avait plus d'aide à la conduite. Le WRX, c'est pas le cas. Fait que l'auto, récemment que j'ai essayé, qu'on pourrait s'amuser beaucoup, il y a le Corolla GR qui est très intéressant avec son Toyota Corolla GR avec le petit 3 cylindres turbo qui est assez quand même... Qui est 4 roues, hein? 4 roues motrices, 6 vitesses. Tu peux jouer avec le contrôle de différentiel central quand même de façon assez intéressante. Puis là, ça fait 1 an et demi qu'on développe des produits pour ça. C'est assez intéressant. Mais c'est une bonne question que tu me poses là. Peut-être aussi, par contre, que, tu sais... Si on se bute pas seulement à Subaru, c'est sûr que j'ai toujours eu un penchant pour Porsche aussi. Là, c'est sûr que si on pouvait faire une édition spéciale de Porsche, OK. un manufacturier... Je l'achète, je te laisse. On s'organise, je vais être ton pionnier, moi, pas de trop. Ouais. On a des clients qui ont des Subaru et des Porsche qui nous les amènent aussi. On travaille pas uniquement sur le Subaru aussi. De plus en plus, les clients qui ont apprécié le service puis ce qu'on a fait chez nous, ben, ils nous amènent plein d'autres projets le fun. Fait que ces temps-ci, dans l'atelier, c'est vraiment trippant. On a plein de
de autre que Subaru. Là. Puis là, nous autres, à chaque fois que c'est pas un Subaru, ben, c'est le fun. C'est quelque chose de nouveau qu'on n'a pas vu, puis c'est des nouveaux challenges. Là. Ben, pour ceux qui veulent suivre, c'est où qu'ils te suivent? Parce que moi, j'adore des fois quand vous dites aujourd'hui au garage, Oui. puis là, tu vois toutes les autos, fait qu'on voit ça où? Ben, c'est vraiment nos réseaux sociaux, nos plateformes Instagram, Facebook, c'est là où ça se passe, où on essaie aussi de... Ça c'était une idée que j'avais eue dans le début des années 2000, de dire photo du jour, qu'est-ce qu'il y a dans le garage, parce qu'il y a tellement de volume que les gens se rendent pas compte à quel point on en fait plein, puis plein de beaux projets. Le précurseur de la story. Oh, ben quasiment. J'étais le précurseur de la story en photo, là, tu sais. Puis là, à cette heure, on le fait en story, puis là, on ramène même le bon vieux volet de la photo en plus, là, tu sais, que je pense que ça vaut la peine de garder quand même Ça si on fait est en rêver, 2025. Là. Parle-nous de ton autre compagnie. Oui. Comment ça a commencé? Puis là, vous autres, vous fabriquez les pièces? Oui, exact. Donc, notre autre compagnie, LP Aventure, elle est née d'une idée de certains de mes employés, en fait, qui m'ont soumis cette idée-là. Ils ont dit... regarde ça, c'est intéressant. On a eu l'idée de créer une infrastructure différente que l'achat de performance pour s'adresser à un autre public parce que on vieillissait, tu sais, ben on vieillit encore. Tout le monde vieillit en passant. C'est ça. Donc là, on avait beaucoup de clients avec un WRX, avec un STI qui allaient s'acheter une voiture pour trimballer les enfants. Tu sais, les Outback, les Forester, puis tout ça. Puis à un moment donné, ben, tu sais, ces clients-là, ben, tu sais, pas qu'on était... On trouvait ça triste des pertes, pour vrai, parce qu'il n'y avait plus d'intérêt à venir chez l'achat de performance avec leur Outback, puis tout ça. Puis dans l'équipe, à un moment donné, on a eu l'idée d'amener les Subaru à faire du off-road, en bout de ligne, un peu comme on voit souvent avec les Jeeps, avec les pick-up et tout ça. Mais on a pris cette recette-là, puis on l'a intégrée à toute la gamme de produits de modèles Subaru. Fait que tu as un Outback, un Forester, un Ascent, on lui donne un look vraiment plus agressif, off-road. Pat, tu parlais tantôt que tu l'avais fait sur un 3.6 Outback. 3.6 Outback. On l'a fait avec un Crosstrek aussi qu'on a roulé démo. On a parlé du stock chez vous. Puis on a fait installer ça en maison par... Ça change le look complètement. Ah non, mais sérieux, on s'en faisait parler. Ce char-là est tellement magnétique, ça n'a pas d'allure, il roule encore. Il a sa qualité première de fiabilité, mais il en jette par rapport au look. D'habitude, tu croises un Outback dans la rue, à part les qualités... C'est pas les qualités esthétiques qui prennent. Non, il n'y a pas grand monde qui sortir, là. Pas grand monde qui sortir, là, tu sais. Mais là, avec un roof rack, avec les flaps, avec le lift kit, avec les genres de beadlock, avec les... Non, c'était malade, là. Puis ça a connu un succès, honnêtement, qui a été surprenant là, pour nous autres. On ne s'attendait pas à avoir quand même un niveau, disons, de succès à ce niveau-là. Fait que là, il y a Tire Rack aux États-Unis qui est un gros distributeur de mags et de pneus puis de pièces aftermarket qui nous ont approchés. Puis là, fait que là, on est distribué aux États-Unis par Tire Rack depuis 2019. Donc, on vend. Ça change le volume là, de vente. Là, fait que là, faut s'adapter. C'est ça. On fait des petits partenariats avec des connaissances que j'avais dans notre région de la Chute. Tout est produit à 100% au Québec, à part pour les roues qui sont fabriquées en Chine. Il n'y a pas vraiment beaucoup de manufacturiers ou de fonderies de roues là, en Amérique du Nord. Donc, tout est conçu, développé, puis fabriqué au Québec. Puis, on est distribué dans facilement une centaine de concessions Subaru à travers les États-Unis, Tire Rack. On a un distributeur en Australie, un distributeur au Japon. On a même vendu Subaru du Mexique, nous a acheté une centaine de kits aussi pour des Forester au Mexique. Fait que c'est vraiment, on en vend partout. Là, qu'est-ce que tu aimes le plus là-dedans? La conception, l'idéologie, la mise en marché, le marketing? Le marketing, Puis l'aspect plus B2B aussi, que j'avais pas beaucoup d'habitude. Business to business. Ouais. J'étais habitué de répondre aux clients qui veulent prendre un rendez-vous chez l'achat de performance, puis c'est moi qui l'accueillais au comptoir, puis c'est moi qui fermait sa facture. Je faisais tout de A à Z. Là, quand on a grossi à un moment donné, ben là, j'ai du monde encore plus compétent que moi qui le font, fait que ça, c'est génial. Mais j'ai beaucoup aimé l'aspect négocier des contrats de distribution avec des grosses corporations comme Tire Rack, Turn 14, des choses comme ça. Fait que ça, c'est un autre aspect qui m'a fait vibrer beaucoup. Parce que toi, tes études, c'est plus en administration, c'est ça? Oui, administration et volet marketing, c'est ça. Okay, ironiquement, je ne sais pas si c'est ironique ou pas, mais malgré votre expertise incroyable par rapport aux modifications de rallye, aux modifications de circuit routier, ce qui te fait connaître sur le plan mondial, c'est Aventure. C'est vraiment drôle.
C'est vraiment drôle. Puis, moi, j'ai toujours vu ça comme un cercle que je voulais qui tourne jusqu'à la fin en disant on va se servir de LP Aventure pour faire connaître la chute performance. Fait que quand j'allais, exemple, à des. Tire Rack, c'est une grosse corporation qui a 700 employés. Fait que pour former les employés de Tire Rack à comprendre nos produits, puis tout ça, je martelais LP, c'est pourquoi c'est pour la chute performance. Puis même chose quand j'étais au Mexique, en Australie, au Japon. C'est comme je veux redonner à la chute perfo parce que, dans le fond, Aventure n'existerait pas sans la chute performance. Puis ce qui est cool, c'est que dans le fond, dans le catalogue d'LP Aventure, on a intégré les produits d'échappement à la chute performance. Fait que ça, c'est drôle, LP Aventure est devenu un des plus gros clients de la chute performance en termes d'échappement parce que là, la chute vend à LP puis LP la distribue. Fait que ça fait drôle à dire, là, mais on avait comme pas le choix de scinder les deux entreprises pour un paquet de raisons, dont les assurances, un sujet super intéressant. Restez là, on va en parler pendant une demi-heure des assurances. On passe à notre segment Bet365 parce que vous savez que vous pouvez miser entre autres sur la Formule 1 puis tu en as parlé un petit peu entre autres de Formule 1. Tu en parles souvent d'ailleurs dans un autre podcast, l'Épingle, je pense. Hein? Oui, j'ai participé une fois avec les gars de l'Épingle puis on est partenaire avec Greg puis sa gang de F1. Ouais. Parle-nous justement de la F1. C'est quoi ton feeling sur ce que tu vois cette année ou dans les dernières années? T'en es où, toi, par rapport à ton rapport avec la F1? Moi, je suis un fan fini, là, donc j'écoute tout de la F1. Pas le gossip alentour, là, je connais pas le nom des blondes puis tout ça, des pilotes, là, mais dans le sens, moi, ce que je connais, c'est les performances en piste, puis j'adore voir ce que McLaren fait depuis 2 ans et demi. C'est impressionnant ce qu'ils ont fait. J'aime beaucoup le fait qu'ils laissent leurs pilotes se battre en piste aussi, de façon le plus correcte possible. Ouais, c'est ça. J'ai un penchant pour Oscar un peu plus. J'adore Lando, là, mais je pense qu'Oscar a une coche de plus que Lando. Je le trouve plus rapide à s'adapter. Puis je trouve que son learning curve il a été plus rapide que Lando. Puis j'ai comme l'impression que Oscar va leader le team pour une couple d'années. Qu'est-ce que tu penses que McLaren a fait, justement, vu toutes tes connaissances, je vais dire plus mécanique, écurie, tout ça, par rapport à leur voiture? Qu'est-ce qui fait que en 2 ans, ils ont... Moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est dans la même saison, partir là, d'être à 2 secondes de la pole au début de la saison, puis finir qui dominait la fin de saison il y a 2 ans. Là. Ça me rentre pas dans la tête. Tu me demandes qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que je pense qu'ils ont pu faire. Sincèrement, c'est tellement une grosse organisation avec des centaines d'employés, tout ça. À un moment donné, je pense qu'ils ont peut-être juste figuré soit l'aspect aéro, là, je pense qu'il est le plus important à F1, ou la suspension, un des deux qui ont vraiment été là. Ils ont trouvé un spot. D'après moi, ils ont changé les bushings. Excellent lien. Je suis sûr que c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont changé les bushings. Personne n'y a pensé ici. C'est dur à dire, mais c'est surtout très impressionnant. Comme turnaround, là, c'est fou. Oui, puis surtout de ne pas te faire rattraper aussitôt par les autres. Exact. Vous autres, les gars, Carl, Pat, vous en êtes où avec votre saison d'F1? Nous autres, ça? Oui. Ouais. Ça a surpris, moi, j'ai enterré ça, là. Tous les paris que j'ai faits. Ah oui? Je suis coquille, Richard. Moi, c'est... Tout ou rien? Ah, tout ou rien. C'est ça, ma devise. Puis, Drive to survive? Tantôt, il disait qu'il fallait comme... Tu fais des intervalles, là, tu sais, comme tu fais 3 ans de course, tu économises. Oui. Mais là, au terme des paris, là, je suis en mode économie. c'est ça. 3 ans de paris. Ouais, 3 mois de paris, c'est 3 ans d'économie. C'est ça l'affaire. Moi, je veux simplement dire que pauvre Pat, là, lâche pas Hamilton, là, mais moi, c'était... Je m'attendais un peu à la déconfiture. Depuis le début de l'année, je dis que Piastri va avoir le championnat. Fait que je reste 100% on track avec ça. Mais c'est plate, là. Tout le monde le sait. Tu dis ce que le monde veut puis ce qui risque d'arriver. On a mieux misé sur le mouton noir. C'est quelqu'un qui va revenir. C'est comme, comme un film à l'eau de rose. De quoi de même, à la fin... Le méchant gars, il se fait pardonner, puis la fille, elle retourne avec. T'sais, on aime ça, les films. Mais t'es romantique, puis tout, mais quand tu fais un pari sportif, c'est pour gagner des sous. Fait que je te dirais que je suis pas mal plus over que toi jusqu'à maintenant. Puis un détail, c'est une saison extraordinaire. Bien sûr, il y a eu un abandon de Lando Norris avec dans le fond, problème de fuite d'huile qui aurait causé un bris moteur. Il a arrêté l'auto avant. Mais je pense que même sans ça, à la fin de l'année, Norris va pouvoir dire j'aurais été champion si j'avais pas eu l'accrochage à Montréal, puis j'avais pas eu mon bris moteur. Mais la réalité, c'est que je pense que Piastri, depuis le début de l'année, s'aligne directement pour être champion. Mais il y a des pilotes qui commencent à émerger aussi d'un recrue. On attendait tout Antonelli comme le nouveau sauveur de la F1. Puis là, on se rend compte que Hadjar,
qui est dans l'écurie B de Red Bull. Adjar, c'est tout un talent naturel. Il l'avait prouvé dans les séries avant. Bortoletto aussi. Bortoletto aussi, qui fait des flamèches pas à peu près. Vraiment impressionnant. C'est vraiment beaucoup de nouveaux noms, je trouve. Oui, exact. La F1 est en refonte, mais c'est sûr qu'il y a des pilotes. Alonso, il ne sera pas là pendant 10 ans. Hamilton non plus. On pensait ça, il y a 10 ans qu'il ne serait pas là pendant 10 ans. Oui, puis Alonso... Contrairement à Hamilton, performe encore. Là, je dis ça de même, mais... Il y a de la misère avec Hamilton, le vocal. Ça, c'est des chums chiens qui se tapent C'est toujours avec le sourire en plus. Des autres. Mais honnêtement, c'est pas que je l'aime pas. C'est juste que... Tu l'apprécies pas. Ben, tu sais, tu as 7 championnats du monde, mais dans des années où est-ce que n'importe qui conduisait cette auto-là, s'il battait son coéquipier, était champion du monde. Fait que j'ai plus de respect pour des championnats comme Verstappen, qui n'avait pas nécessairement la meilleure auto, mais qui fait des miracles. Qui a eu besoin de la FIA pour gagner son premier. Là. Oui, mais il faut se rappeler qu'il avait failli mourir cette année-là à Silverstone aussi, à cause d'une manœuvre d'Hamilton. Puis ce que personne parle, c'est que le premier championnat du monde de Verstappen en 2021, suite à l'accident de Silverstone, il y a eu des étourdissements et des maux de tête pendant presque un an. Il a réussi à piloter. Il a quand même réussi à piloter puis à gagner le championnat alors qu'il était sévèrement handicapé. Là. Il a mangé l'impact qu'il y a eu à Silverstone. Il y aurait quelques années avant, il serait mort. Ouais. Fait que moi, j'ai plus de respect pour un pilote avec une mécanique qui n'est pas au top puis qui réussit à gagner. Là. Ouais. Alors, ça conclut ce segment Bet365. On était vraiment tous d'accord. Non, mais Julien, là, on va y aller en rafale. OK. Première question à Raphaël Richard. Où se cache un Subaru STI 2004 d'origine pas modifiée que je pourrais acheter? J'ai un 2005. Parfait. Je vais t'envoyer des photos. Tantôt. On vient de conclure une vente. J'en cherche un, ça fait longtemps. La question, c'est comment on peut faire la vente la plus rapide du siècle. C'est fait, c'est réglé. On s'adresse à Pat. Ta première auto, c'était quoi? Une Swift GT, une Suzuki Swift GT, 3 cylindres turbo. T'es hâte, ça? Il est planté après 2 semaines. Parce que là, mon cousin était avec moi dans l'auto, puis dans la montée de Jackson à Brownsburg, puis là, je voulais faire du rallye. Fait que c'est le premier char que j'avais acheté pour faire du rallye. Puis dans ma tête, j'étais en rallye là, ce jour-là. Puis là, il s'était mis à pleuvoir, puis ça n'a jamais tourné. Puis pouf, j'ai scrappé après 2 semaines. Un beau 2500. C'était pas cher dans ce temps-là, par exemple. 2500 $ plus tard. Il était pas neuf, là. Non, c'était un 92. T'as eu combien de voitures dans ta vie si on exclut, mettons, les voitures de course, là? Mettons de route, là. Je peux pas le savoir. Non? Non. J'en ai, dans le sens... à toi, là, acheter, là. Écoute, à moi, acheter... Avec le dealer. Là, ça veut dire, dans le fond, j'enlève les trucs. Peut-être... Enlève toutes les X, là. Les plaqués X, là. OK, s'il n'y a pas de plaqué, je n'ai pas eu tant que ça. Peut-être une dizaine, peut-être. OK, parce que tu as joui du roulement du garage. Exact. Bien compris. Ta meilleure auto que tu as eue, là, on peut inclure les X, là. C'est ma STI 2005 qui vaut super cher, Pat. Mais pour vrai, pour l'instant, on a fait une restauration complète. Là. Elle est plus belle que lorsqu'elle est sortie de chez Subaru. Là. Elle est flambant neuve. Fait qu'il y a quelque chose... C'est-tu la 2005 dont tu parles là, encore? Oui. OK. Ouais. Fait qu'elle est neuve, là. OK. Fait que il y a quelque chose de... Je l'ai jamais vécu, là. Mais de prendre une voiture d'un certain âge et la ramener neuve, il y a quelque chose de trillant là-dedans. Absolument. Moi, c'est comme un fantasme pour moi. J'ai pas le budget pour ça, ou en tout cas, probablement pas. Là, mais je me dis, ça doit être tellement le fun. C'est vraiment trippant. On va juste prendre une pause 2 minutes pour essuyer la bave de Patrick. Oui. Parce que là, ça coule ça finisse ce show-là, moi. Ça prend un rouleau de Bounty parce qu'il y en a de la bave. Ton auto, est-ce que je peux poser... Je sais pas si je devrais te poser... Ou je peux te poser cette question-là. Ton auto de rêve, ça serait quoi, toi? Ben, tu sais, je vais être super pas original là, pour, mettons, les gens qui connaissent le Subaru, mais ça aurait été une 22B qui est une édition spéciale qui est sortie au début des années 2000, puis... qui aujourd'hui, tu peux plus acheter ça. C'est une pièce de collection qui vaut trop cher pour ce que je suis capable de me permettre. Puis, c'est quoi ça, une 22B? Une 22B, c'est une Impreza très similaire à la noire au McGold, là. mais white body avec un 2.2 turbo. Ils en ont fait seulement 400, si ma mémoire est bonne. 200 ou 400, j'ai un blanc de mémoire, là, mais très peu. Conduite à droite.
Vraiment, là, j'ai eu la chance d'en voir quelques-unes. Jamais d'en conduire une vraie. C'est comme l'image du changement Subaru. Exactement. Ça, on va dire ça. Exact. Ça, c'est lui qui l'a eu, l'attention, c'est ça. J'étais au secondaire, là, puis là, je regardais ça dans les livres, là, je capotais. Là, ça serait ça ou sinon... T'as déjà conduit? Non. Si c'est hors Subaru, ça serait dans le Porsche. Une petite Porsche 911 des fin des années 90, quelque chose comme ça. Là. Toujours à air... refroidi à ben air. Oui. Évidemment. Ta meilleure anecdote de road trip? De road trip... je sais pas, il faut que je choisisse laquelle. Là. Ah, il y en a plusieurs. Faire du parking d'un Subaru Baja, mais ça rentrait pas dans le coffre en arrière, c'est ça l'affaire. C'est parce que je veux pas mettre mon chum en dessous d'autobus, là, parce que là, j'ai une couple d'affaires qui me viennent en tête. Je m'attendais pas à celle-là. Ça existe-tu, Passe? Ah, absolument. Mais on... Non, mais tu sais, des road trips, pour vrai, j'en ai fait surtout quand on faisait de la compétition. Puis des road trips avec mon vieux Suburban 1988 pour traîner mon Legacy, pour me rendre au rallye du Main Forest, mettons. C'était assez exceptionnel, le nombre de problèmes mécaniques qu'on pouvait avoir. Fait que c'était, avec le Suburban? ou... Avec le Suburban, oui. Ça serait plus... Celle-là, dans ceux que j'ai le droit de raconter, ça serait plus ça quand on montait en Gaspésie avec ce vieux camion-là, parce qu'on n'avait pas les moyens d'avoir d'autres choses. Fait que... OK. T'es plus soft que les autres, parce qu'il y en a qui vont plus loin que toi. Parfait. Pas le droit de raconter. Je suis soft au bout. J'ai peur que mes enfants écoutent le podcast. Le plus beau char, selon toi, et on parle juste d'esthétique. Ça n'a même pas besoin d'être fiable. Ça peut faire juste 100 pieds puis staller. Mais on parle d'esthétique. J'ai toujours bien aimé... la AC Cobra, là. Mon père a eu des répliques d'AC Cobra dans sa vie. Là. Il a eu 2 répliques. Fait que je suis tombé en amour avec ça quand même assez jeune. Toi aussi, Carl, t'en as eu Ouais, une. moi, C'est une réplique une. aussi? Oui, une réplique aussi. C'était une pigeon. Peut se payer dans une marche. J'ai Mon père aussi a eu vraiment... une de pigeon, hein. Tu sais, c'est magnifique. C'est une auto, peu importe de quel angle tu la regardes, elle est belle et sexy. Puis en plus, ça a l'air méchant, agressif. Avec les side pipes, là, c'est... Moi, c'est méchant à conduire aussi. Hein. Oui. Ouais, 427, je sais pas trop quoi d'origine. 427 pouces cubes avec une 4 vitesses. Fait que c'est... Pas trop de contrôle de traction. Il s'en est Non, planté monsieur. quelques-unes. Hein? Ouais. Tu fais pas des gros road trips avec ça parce que tu viens fatigué à la fin. Hein? Pas de toit, pas de scie, pas de confort, la chaleur des side pipes. Non, merci. Ouais. On passe du plus beau au plus laid véhicule, char, automobile. Tellement. C'est sûr, la réponse facile, là, c'est comme quand ils ont sorti la Aztec, tu peux pas passer à côté. Mais tu sais, moi, j'ai été... Comme je t'ai dit, au début des années, c'était un Loyal, là, c'était laid. Un Loyal. Un Subaru Loyal, là, je te dirais que... Un Subaru Loyal? Ouais. C'était comme une boîte carrée. C'est comme un guichet automatique. Là, on dirait une distributrice qui roule, ça n'a pas de bon sens. Mais c'était increvable, ça perçait. C'est biodégradable tellement que ça perçait. Ouais. Mais l'hiver, c'était un tank. Mon prof de maths avait ça. Moi, mettais ça 4 roues motrices avec le piton sur le shift. L'école était fermée, puis il était comme, pourquoi? Tu sais, il était là, lui. Là, pourquoi fermé? OK, ouais, je vois ça. Les autobus, lui, il arrivait avec ça, mon gars. Ouais. Fait que dans les autos LED, j'ai déjà eu un XT. Fait que c'est... C'était pas particulièrement moins pire. Moins pire que le Loyal. Mais c'est vrai que ouais. Un Justy, on a tout ça. Là. On a tout ça. Hein, c'était incroyable. Comment on a battu ça dans les trails? Là? Pour vrai, c'était impossible à défoncer ça, ce char-là. Ouais. Mon père, il y en avait un, juste avant son décès, là, il y en avait encore un qui avait décidé de vendre. On se promenait avec ça. Là, en tout cas, il passait un 16, on achetait un, il y en avait un sur hebdo.net, là, peut-être, je vais dire 3-4 mois, là, mais genre 42 000 km original d'un dealer à 19 000 $. Tu sais, là, puis là, j'ai envoyé ça à mon partner, achète-les. C'est comme... Ça aurait été un beau trip, là, mais... Pourquoi? Non, mais je dis, ouais, mais t'as raison, c'est mon genre. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec? C'est ça. Tu le prends aujourd'hui, puis t'es champ gauche un peu. Là, un petit peu. En passant, anecdote de ton père, ta passion vient de là en partie. Ah oui. Je me rappelle d'être allé chez La Chute l'hiver, belle tempête de neige. Puis c'est fermé, on est passé les heures d'ouverture. Puis là, je vois une auto arriver, mais vraiment de travers dans le parking, drift tout le tour de la bâtisse comme 2 fois. Là, j'ai écrit un jeune qui s'énerve. C'est pas un jeune, c'est mon père. Le propriétaire de dealer. Ben, tu sais, mon père, il prenait des démos, genre, tu sais, puis il faisait des rallye sprint avec ça.
Shout-out à Mathieu Kenville qui a acheté le char à mon père en 2001. Fait que la pomme n'est pas tombée Non, de l'arbre. exact. Moi, ça conclut pour toutes les belles questions qu'on avait, Julien. Merci d'être passé. Merci les gars, c'était super vraiment le fun. Vraiment un plaisir. Puis la chute performance, si jamais vous avez le goût de faire des belles modifications sur votre véhicule, bonne adresse. Merci. Merci encore. Trace de break vous est présenté par Nokian Tires.